Jérôme Bertrand, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Tout de me recevoir. d'abord, concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes arrivé sur place, notamment après la chute d'El Fasher? Alors, ce qui est très marquant quand on arrive à Taouila, c'est l'ampleur et la taille du camp, en fait. Donc, Taouila, c'est une petite ville de 20 000 habitants qui s'est progressivement transformée en camp de réfugiés, en camp improvisé. Et vous arrivez sur les hauteurs en descendant des montagnes du Djebel Mara et vous voyez sur des dizaines de kilomètres en fait une espèce d'océan de bâches et de paille. Et c'est en fait les abris que les gens ont réussi à constituer par eux-mêmes pour chercher un abri, un havre de paix pour pouvoir survivre et échapper aux violences. Alors on évoque 600 000 personnes réfugiées à Taouila et dans ses environs, dans un pays qui connaît la guerre depuis maintenant plusieurs années. Il y a pratiquement 12 à 14 millions de déplacés depuis le début des affrontements entre l'armée loyaliste et les paramilitaires des FSR. Selon ce que vous avez vu, quels sont les groupes de personnes aujourd'hui les plus vulnérables? Les personnes les plus vulnérables, bon, tout d'abord, c'est toujours les civils qui payent le prix pendant un conflit armé. Et sur le camp de Taouila, c'est d'abord les enfants et les femmes. Il faut savoir qu'il y a quasiment tous les enfants qui ont des signes de malnutrition, en tout cas tous les enfants qui nous arrivent de El Fasher aujourd'hui ont des signes de malnutrition. Les femmes allaitantes, les femmes enceintes aussi. C'est d'abord ces populations-là qui sont en détresse. Concrètement, comment se traduit cette arrivée massive de déplacés en ce qui concerne l'eau et notamment la nourriture? Alors, je n'ai pas les derniers chiffres tout à fait, mais on estimait à peu près à 20% seulement des besoins en eau qui étaient couverts sur la zone de Taouila. Donc il y a énormément d'acteurs humanitaires qui travaillent justement à des forages, à ce qu'on appelle du water trucking, donc apporter de l'eau aussi par camion, et pour essayer d'apporter un minimum d'eau vitale pour ces populations. Et surtout, ce qui est très très marquant, c'est les nouveaux arrivants qui souffrent d'une déshydratation sévère et à qui il faut donner de l'eau de façon urgente. Alors, de nombreux rapports font état de massacres, de violences sexuelles, d'attaques contre des camps et des structures de santé autour d'El Fasher et près de Taouila. Comment avez-vous travaillé dans un contexte où les civils et notamment les humanitaires sont pris pour cible? C'est toujours très difficile, ça fait partie de notre métier. Si je prends les chiffres de l'année dernière, il y a eu plus de 400 humanitaires tués dans le monde. Donc ça vous donne une idée de l'exposition à laquelle on est... Voilà, qu'on est exposé à ce risque, le Darfour étant une zone comme une autre, si j'ai envie de dire, où on doit faire face à ce genre de risque. On travaille évidemment le mieux possible en sécurisant le travail de nos personnels, en choisissant des zones spécifiques, en négociant un accès. Et c'est d'ailleurs un de nos grands enjeux sur le Soudan, c'est d'obtenir un accès sûr et garanti par les parties prenantes au conflit pour pouvoir intervenir et accéder aux populations dans le besoin. Et justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ces accès ? Alors, sur le camp de Taouila, on arrive à travailler. Il faut aussi dire que c'est un camp et une zone qui est tenue par un groupe rebelle qui est neutre aujourd'hui dans ce conflit. Donc, ils nous ont garanti des conditions de travail, on va dire, décentes, où la sécurité de nos personnels n'est pas remise en question, où on arrive à travailler dans des conditions quand même très difficiles. L'accès est extrêmement difficile pour arriver jusqu'à Taouila. Il s'agit de 4 jours de piste au travers des montagnes pour pouvoir atteindre cette zone. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque, selon vous, pour, d'une certaine manière, aider ces populations? Qu'est-ce que c'est? De la volonté politique, des moyens financiers? Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est très sûr qu'il manque des moyens financiers. La crise au Soudan est de loin la plus grande crise humanitaire aujourd'hui. On parle de 30 millions de personnes dans le besoin, de 24 millions de personnes en insécurité alimentaire, de 14 millions, comme vous l'avez dit, de personnes déplacées. On est vraiment sur des chiffres absolument astronomiques. Et en face de ça, on a une réponse en termes de financement de la réponse humanitaire qui n'est pas du tout à la hauteur. Quand vous dites qu'elle n'est pas à la hauteur, ça signifie quoi? Que vous avez demandé des fonds et que la majorité, ou en tout cas une partie de ces fonds, ne sont pas encore arrivés? Tout à fait. L'Agence des Nations Unies, qui est en charge de la coordination humanitaire, dit qu'il faudrait à minima, mais vraiment à minima, 4 milliards d'euros pour pouvoir couvrir les besoins essentiels. Aujourd'hui, on a à peine mis 1 milliard sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs humanitaires? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur humanitaire à Taouila ou dans d'autres zones du Soudan, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix parce que vous ne pouvez pas couvrir tous les besoins. Et on se retrouve face à des dilemmes absolument inhumains où on doit en gros choisir entre donner à boire et donner à manger. Plusieurs acteurs demandent un embargo sur les armes et des mécanismes d'enquête internationale, notamment après les massacres commis à El Fasher et notamment documentés par les Nations Unies. Est-ce que l'on peut encore parler de réponse uniquement humanitaire ou faut-il désormais mettre ces questions sur le plan politique, sur le plan de la justice internationale ?
Nous, comme acteurs humanitaires, on se doit de rester impartial et neutre. Par contre, et ça c'est une évidence, aujourd'hui, la communauté internationale nous fait preuve d'un silence accablant. Cette crise dure depuis 2 ans et demi. Les chiffres sont considérables en termes de besoins. Le conflit continue. Les parties prenantes n'écoutent rien. Le voisinage immédiat joue aussi et contribue à l'intensification de ce conflit. Et la communauté internationale ne fait absolument rien. On a vu dans le passé la communauté internationale agir, prendre des résolutions aux Nations Unies, envoyer une force d'interposition. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais de voir l'inaction de la communauté internationale est absolument choquant sur le Soudan. Et on ne voit aucune voie de sortie aujourd'hui. Si dans les mois à venir la situation reste la même, que restera-t-il des 600 000 personnes qui sont actuellement à Taouila et plus généralement dans la région du Darfour? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on réclame, nous, c'est de faire respecter simplement le droit international humanitaire et notamment de garantir en fait à ces populations qui cherchent un lieu sûr pour échapper aux violences, de pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, les gens qui cherchent à fuir El Fasher ne sont pas en capacité de joindre Tinné, comme vous avez montré dans votre reportage, Taouila qui est beaucoup plus proche, toute zone vers la zone tchadienne. Ces populations qui sont violentées, qui sont parfois tuées, qui sont kidnappées parfois, où on demande des rançons aux familles, ne sont pas dans la capacité de simplement trouver refuge. Donc c'est la première chose qu'on demande, c'est laisser ces personnes se déplacer de façon sûre pour trouver un refuge et pouvoir recevoir de l'aide aussi une fois ces lieux atteints. Jérôme Bertrand, merci infiniment d'être venu témoigner ce soir au sujet de la situation à Taouila, au Soudan, dans la région du Darfour, où 600 000 personnes vivent dans des conditions particulièrement précaires. Merci à vous. Merci beaucoup.